Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne historique. C'est Amaria la poétesse, conférencière, artiste. Je vais continuer mon livre sur Victor Hugo. Et s'il n'en restait qu'un. J'en suis au chapitre 5, le retour en France. Je vois que vous regardez bien ma vidéo, mais que vous n'avez pas cliqué sur j'aime ou abonner. J'espère que vous allez le faire, mais ça ne m'empêche pas de continuer ma lecture pour vous. Je commence. Auréolé d'un prestige immense et jouissant d'une popularité considérable, le poète revient sur la scène politique. Au cours de ces années, l'image du grand-père s'impose de manière durable. Victor Hugo, qui suscite les jugements les plus extrêmes, entre dans la légende et devient l'objet d'un véritable culte dont témoignent ses funérailles. Chapitre 5. Le retour en France. 1870-1885. Enfant, quand vous parlez, je me penche écoutant ce que dit l'âme pure, et je crois entrevoir une vague ouverture des grands cieux étoilés. La puissance et la force du buste de Rodin, la tendresse du grand-père débonnaire, deux images des dernières années de Victor Hugo. Je viens ici faire mon devoir, défendre Paris, garder Paris. Une foule immense accueille Victor Hugo à la gare du Nord et l'accompagne chez Paul Meurice, avenue Frochot, où il y restera quelques mois. Après avoir exhorté envers les Allemands à la paix le 9 septembre, Hugo appelle les Français à la résistance. Puis les Prussiens ayant investi Paris, il encourage les Parisiens à l'union. L'un des premiers ballons-poste qui acheminent le courrier pendant le siège porte son nom. Un immense succès salue, en octobre, l'édition française des Châtiments, chez Hetzel. Les théâtres en organisent des lectures dont le produit est affecté à la fabrication des canons, le Châtiment et le Victor Hugo. Le poète renonce à ses droits au profit de la cause nationale. Le 2 décembre, Hetzel publie l'édition française de Napoléon le Petit, Paris bombardé. Le pain, le charbon, le bois manquent. Le 3 décembre, Hugo note « Hier, nous avons mangé du cerf, avant-hier de l'ours, les 2 jours précédents de l'antilope. Ce sont des cadeaux du jardin des plantes. » Le mois suivant, l'éléphant du jardin des plantes est abattu. L'armistice est signé le 28 janvier 1871. En février, Victor Hugo, qui depuis son retour avait refusé de rentrer dans la vie politique, est élu député de Paris pour la gauche, avec 214 millions de voix, immédiatement après Louis Blanc, et rejoint à Bordeaux la nouvelle Assemblée nationale. Face à une écrasante majorité, il s'oppose aux préliminaires de paix. Mécontent de la politique menée, il défend Garibaldi, dont l'Assemblée conteste l'élection du député en Algérie et démissionne le 8 mars avec éclat. L'année terrible. La mort subite de Charles, terrassé par une crise d'apoplexie, l'oblige à regagner Paris. L'enterrement a lieu le 18 mars, alors que la commune se prépare
de Bruxelles où il règle la succession, Victor Hugo suit les événements. Tout en condamnant leur violence et leur arbitraire, il défend le 27 mai 1871 dans l'indépendance belge, les communards fuyant la répression que la Belgique refuse d'accueillir comme des réfugiés politiques. J'offre l'asile à Bruxelles. J'offre l'asile place de barricade, numéro 4. Si un homme est hors la loi, qu'il entre dans ma maison. Expulsé le 30 par un arrêté du roi, Hugo se rend ecclésien au Luxembourg, à Vianden. Placé malgré lui en tête de la liste radicale à Paris, battu aux élections complémentaires du 2 juillet, il regagne la capitale le 25 septembre à la nouvelle de la condamnation à la déportation du journaliste Henri Rochefort pour s'installer 66 rue de la Rochefoucauld. Juliette demeure 55 rue Pigalle. Le combat de Victor Hugo en faveur de l'amnistie des communards lui vaut un échec cuisant aux élections du 7 janvier 1872. En avril, l'année terrible est publiée avec succès. J'entreprends de compter l'année épouvantable, et voilà que j'hésite à côté à ma table. N'importe, poursuivons, l'histoire en a besoin. Ce siècle est à la barre, et je suis son témoin. Le recueil s'ouvre sur un prologue à propos du plébiscite organisé par Napoléon III le 8 mai 1870. Les 7500 millions, oui, répartis sur 12 mois d'août 1870 à juillet 1871. Les poèmes forment une chronique de cette période troublée. On y retrouve parfois le ton des châtiments. 93. Un séjour de Nantes à Guernesey d'août 1872 à juillet 1873 permet à Hugo de se consacrer à 93, troisième volet d'un vaste projet, sans cesse retardé depuis 10 ans, et dont l'homme qui rit avait été le premier. Le choc de la commune n'est pas étranger à sa reprise. À travers le terreur révolutionnaire, l'auteur dit son horreur pour les violences de la guerre civile. L'évocation du conflit de 1793 se nourrit des récits entendus par Victor Hugo, enfant, né d'une mère vendéenne, proche des Chouans, et d'un père républicain, ainsi que des souvenirs du voyage en Bretagne avec Juliette en 1836. De retour à Paris, Hugo demeure à Auteuil, villa Montmorency, au chevet de François-Victor malade, avant de s'installer en octobre 1873, 55 rue Pigalle. La mort de son second fils, âgé de 45 ans, le 26 décembre 1873, le laisse dans une profonde solitude. Encore une fracture suprême. Ma vie, Adèle, ma pauvre fille Adèle, plus morte que les morts, hélas, ramenée de la Barbade en février 1872 et soignée à Saint-Mandé, seule, de rares visites sont autorisées. 93 paraît le 19 février 1874. Excellente critique, grand succès de librairie. Le roman est traduit en 10 langues. En avril, Hugo s'installe au 28 rue de Clichy. Alice, la veuve de Charles, ses enfants Georges et Jeanne, ainsi que Juliette Drouet, occupent d'autres tâches. La jalousie de Juliette est durant ces années aiguisée par les nombreuses escapades galantes du poète. Hommage à Charles et François Victor.
Hugo publie Mes fils en octobre 1874. J'eus un rêve, le mur des siècles m'apparut. La République reprend ses droits, le Sénat dissous après l'abdication de Napoléon III et réorganisé par la Constitution de 1875. En 1875, jusqu'en 1876, Actes et paroles regroupent le discours intervention publique de Hugo depuis 1841, sous la forme d'une trilogie. Avant l'exil, pendant l'exil et depuis l'exil. Dans de longues préfaces, il définit son parcours politique et rappelle son incessant combat pour la démocratie. Élu sénateur de la Seine en janvier 1876, sous les acclamations populaires, il dépose un projet de loi pour l'amnistie totale des communards, mais son appel est un peu suivi. Le 22 mai 1876, sa proposition n'obtient qu'une infime minorité de suffrages. La deuxième série de la Légende des siècles paraît le 26 février 1877. Au poème non retenu en 1859, la vision d'où est sorti ce livre, en prologue, abîme, en conclusion. S'ajoutent quelques pièces écrites avant le retour en France, les 7 merveilles du monde, l'épopée du ver, et de nombreux poèmes écrits entre 1870 et 1877, le Titan, l'aigle du casque, le cimetière d'Eylau, Petit Paul, marqué par les événements de 1870 et 1871. Hugo renoue avec l'inspiration épique. La troisième et dernière série sortira en juin 1883. Septembre de cette même année verra l'édition définitive de cette œuvre colossale. Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir. En 1877, dans l'art d'être grand-père, on retrouve le ton de certains poèmes de jeunesse consacrés à l'enfance. Débordant de tendresse pour ses petits-enfants, le grand-père indulgent chante l'innocence des enfants, l'amour, le bonheur, la vie et la nature. Georges et Jeanne, les griffonnages de l'écolier, Pépita, l'âme à la poursuite du vrai, l'immense succès du recueil, dont quelques poèmes deviennent des morceaux d'anthologie, marquera durablement l'image de Victor Hugo, au risque parfois de le réduire à une dimension anecdotique. Le contexte politique agité par la lutte des républicains contre MacMahon, qui en mai 1876 a congédié le gouvernement et dissous la Chambre, décide Hugo à compléter et à publier en 1877 et 1878 l'histoire d'un crime, récit du 2 décembre 1851, inachevé en 1852. Le Pape, long poème philosophique, publié le 29 avril 1878, peu après l'avènement de Léon XIII, suscite de vives critiques, particulièrement dans les milieux cléricaux. À 76 ans, Victor Hugo continue à déployer une inépuisable activité, prenant la parole pour le centenaire de la mort de Voltaire et président du Congrès littéraire international en 1878. Mais le 27 avril, il est frappé d'une congestion cérébrale. Encore vivant ou déjà dans la légende.
En novembre 1878, le retour d'un séjour de convalescence à Guernesey, le dernier qu'il y fit avec Georges et Jeanne. Il s'installe avec Juliette, 130 avenue d'Eylau, à Paris, où se dérouleront ses dernières années. Très amoindri, il n'écrit plus que fort peu. Les publications qui se succèdent jusqu'en 1883 concernent des œuvres parfois bien antérieures. Ainsi, La Pitié suprême paraît en février 1879, alors que Victor Hugo continue à défendre au Sénat l'amnistie des communards. En juillet 1880, sa dernière intervention à la Tribune a le même objet. Puis, en avril 1880, Religion et religion. En octobre, l'âne. Par la voie de l'âne, patience qui rencontre Kant. Hugo critique la science, la philosophie et l'althéisme et exprime sa foi en Dieu. En 1881, Les 4 vents de l'esprit témoignent de la diversité de l'inspiration du poète. Le 27 février 1881, une immense manifestation populaire, à laquelle s'associent les pouvoirs publics et d'innombrables délégations, salue l'entrée du poète dans sa 80e année. En mai, en hommage exceptionnel, un décret de la ville de Paris donne à une partie de l'avenue d'Eylau le nom d'avenue Victor Hugo qu'elle a encore aujourd'hui. Réélu au Sénat en janvier 1882, il n'y intervient plus, mais s'y rend parfois encore. Obscurci par la maladie et la disparition de Juliette en 1883, ces dernières années voient une publication, Torquemada en mai 1882. La dernière série de la légende des siècles en juin 1883, l'archipel de la Manche en octobre, des funérailles aux allures d'apothéose. De août 1883, il ajoute un codicille à son testament daté du 30 août 1881. Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. Le 22 mai 1885, sa mort suscite une émotion considérable dans le monde entier. L'événement fait la une des journaux durant 2 semaines. Le nom de Victor Hugo est étendu à l'ensemble de l'avenue d'Eylau jusqu'à l'Arc de Triomphe, tandis qu'une rue proche du Trocadéro reprend celui de la sanglante bataille napoléonienne. Le 24, le gouvernement ordonne des funérailles nationales et le 26 annonce par décret le retour à la laïcité du Panthéon que Napoléon III avait rendu au culte en 1852. Cette décision brutale raviva une violente polémique. Le 1er juin, plus d'1 million de personnes assistent dans le calme à des funérailles civiles dont l'ampleur et le retentissement n'avaient jamais eu d'équivalent. Exploité à des fins politiques, l'événement prend des allures d'une gigantesque manifestation à la gloire de la Troisième République. Il y eut de nombreux détracteurs, mais tous les témoins furent durablement frappés. La crainte de mourir sans avoir achevé son œuvre avait hanté Victor Hugo. Que de choses j'ai encore à faire. Dépêchons-nous, je ne serai jamais prêt. Mais il faut que je meure cependant, écrivit-il déjà en 1859. En septembre 1875, son testament littéraire avait arrêté les dispositions
de la publication posthume de ses œuvres, tâche dont s'acquitteront en partie Paul Meurice et Auguste Vaquéry. Et oui, c'est la fin. C'était la mort de Victor Hugo. Pour nous, il est toujours vivant. Il nous a laissé tellement d'œuvres, tellement de poèmes, que sa vie était bien remplie. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de vous le dire. Mais ce n'est pas fini. Dans une prochaine vidéo, je vous lirai les témoignages et les documents. Au revoir.